Bienvenue dans Nos francophones ont du talent, votre nouvelle émission audio et vidéo de Choc FM 105.1. Une émission qui met en lumière le talent de ces nombreux francophones qui font vibrer et vibrer notre belle communauté multiculturelle. Un projet rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Lorsqu'on parle de cinéma francophone à Toronto, un nom revient immanquablement sur toutes les bouches, dans toutes les conversations. C'est celui évidemment de Marceline, l'infatigable promoteuse de tout ce qui se fait de meilleur en matière de cinéma francophone, de films francophones, qu'il s'agisse de fiction, de documentaires, de courts-métrages, de longs-métrages, dans tous les genres, ceux du présent, ceux du passé également, qu'elle nous apporte chaque année à Toronto grâce à un festival unique en son genre depuis maintenant 25 ans. C'est Marceline que j'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui, la directrice générale et artistique du Festival international du film francophone Ciné Franco. Je suis Guillaume Laurin et aujourd'hui, donc, dans Nos francophones ont du talent, j'ai le plaisir et l'honneur de rembobiner en quelque sorte le film pour découvrir le parcours original, singulier de cette passionnée du 7e art. Marceline, bonjour. Bonjour Guillaume. Ravi de t'avoir avec nous dans Nos francophones ont du talent. Tu es une des toutes premières à te prêter à ce jeu de l'interview portrait longue durée. On va essayer, comme je le disais, de rembobiner, si tu me passes le jeu de mots, pour te connaître un petit peu mieux et faire en sorte que les auditeurs et les internautes apprennent davantage qui est le personnage derrière Ciné Franco. Commençons par le commencement. Marcel, d'où est-ce que tu viens? Où est-ce que tu es né? Je suis née à Casablanca, au Maroc. J'ai vécu là pendant 8 ans, donc ma petite enfance. Et puis ensuite, je suis allée en France. Donc, j'ai vécu à Sarcelles dans les tout premiers jours de cette ville dortoir, 59-60. Et puis, j'ai un petit peu vécu en Angleterre et je suis arrivée un petit peu par hasard au Canada, croyant que je n'allais pas y rester. Et voilà, ça fait presque 50 ans que je suis ici. Alors, comme beaucoup de francophones, finalement, ici, qui vivent à Toronto, tu as un parcours assez original, un petit peu des sauts de puce à travers le monde. Tu as des souvenirs du Maroc, tout d'abord? Tu as quelques anecdotes peut-être à nous conter? Oui, j'ai des souvenirs du Maroc et j'en ai deux en particulier. Alors donc, mes parents, on vivait dans une grande maison qui rassemblait mes oncles, mes tantes, mes grands-parents. Et donc, mon grand-père était projectionniste dans un cinéma d'art et d'essai qui s'appelait The Triumph, ou le Triomphe. Et donc, il nous racontait tout le temps les films qu'il projetait. Et j'en ai un en particulier qui m'était resté dans la tête de petite fille que j'étais. Et c'était Hiroshima, mon amour. J'avais quoi, 8-9 ans, quelque chose comme ça. Mais mon grand-père avait été complètement conquis par ce film et il nous le racontait avec tellement de passion que c'était un des souvenirs qui m'était resté. Et puis aussi, comme toutes les familles, on mangeait ensemble et il nous racontait ses aventures de projectionniste dans les villages éloignés des montagnes marocaines. Alors, des aventures extraordinaires comme cinéma, comme instrument de sorcellerie pour certains villages, comme instrument de magie pour d'autres. Enfin, c'était absolument fascinant. Ma deuxième anecdote, c'est que j'avais une bonne d'enfant, parce que bon, nous étions assez aisés à l'époque, pas en France, mais au Maroc. Et donc, donc, ma bonne d'enfant avait un amant. Je suppose, je dis que c'est un amant parce que j'en savais rien à l'époque. Elle m'emmenait au cinéma du coin et c'était un cinéma Bollywood. Alors, elle m'installait donc devant l'écran, bien sûr. Je ne sais pas ce qu'elle faisait, elle, mais en tout cas, je regardais
je regardais ces beaux films de danse, de chant, et voilà. J'avais raconté cette histoire à quelqu'un, elle me dit non, 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 tu as vu trop de films, ce n'est pas du tout ton histoire. Et quand j'ai rencontré un des réalisateurs marocains qui m'avait ramené à mon à ma rue, il m'a dit oui, c'était en 2005, je crois. Il m'a dit oui, il y avait un cinéma Bollywood, mais il vient d'être détruit. Voilà. Incroyable, là. Donc il y avait une communauté d'origine indienne peut-être dans ces Peut-être, années-là. En tout cas, il y avait un marché et oui. cette passion du cinéma bollywoodien t'est restée d'ailleurs un petit peu, je crois qu'on en parlera un petit peu plus tard. Mais je note que dès la petite enfance, en tout cas, tu baignais dans un univers très proche du cinéma. Ça me rappelle, moi qui suis moi-même cinéphile, un célèbre film qui s'appelait, je crois, Cinéma Paradisio. Oui, C'est un petit oui, peu ton histoire finalement, petite exactement, fille de exactement. Oui, projectionniste. oui, Est-ce que oui. toi-même, tu allais dans la loge des projectionnistes, tu assistais à l'aspect technique là, de tout ça? C'est Non, fascinant, non, je ne me non? souviens pas du tout de ça. Non, pas du tout. En tout cas, c'est une histoire assez fascinante. On comprend d'où te viennent ces racines, cette passion. Alors, tu arrives en France finalement très jeune, là, tu dis aux alentours de 9-10 Oui, ans, c'est ça? oui, j'ai 9 ans, oui, à peu près. Oui, j'ai 9 ans, en fait, oui. Et là, c'est un changement, j'imagine, très brusque entre une vie certainement beaucoup plus confortable au Maroc et la dure réalité des retours de certains Français d'Afrique du Nord dans ces années-là, avec des moyens qui sont certainement très différents. Ouais. Tout à fait. Alors, bien sûr, mon père qui avait fait la Deuxième Guerre mondiale à la deuxième DB, justement, et qui est médaillé et tout, il a obtenu sa citoyenneté française grâce à son service militaire, mais à partir du Maroc, et ensuite, il a fait partie de la libération de Paris, etc. Et donc, il a acquis une famille française pendant la guerre, et c'est grâce à eux qu'on a trouvé ce HLM à Sarcelles. C'était une aubaine parce que mes parents sont arrivés en France sans rien du tout, sauf des bijoux en or qu'ils devaient vendre pour subsister et donc trouver du travail. Alors, une grande partie de la famille de mon père vivait déjà à Paris et vivait aussi à Strasbourg. Ils nous ont aussi beaucoup aidés. Le maire du Vieux-Sarcelles également. Mais c'était une période extrêmement difficile pour tout le monde. On était passé d'une vie confortable, d'une vie très privilégiée en tant que Français à Casablanca, à une vie où, en étant d'Afrique du Nord, déjà, il y avait une discrimination et un racisme très établis. Ouais, il y avait un ressentiment et je pense que plus personne ne voulait trop entendre parler des anciennes colonies. Il y avait une sorte de chape de plomb là-dessus dans ces années-là. Et puis c'est aussi des années de reconstruction encore pour la France et peut-être, tu le disais, Sarcelles, c'est une des toutes premières cités HLM, j'imagine, construites avec beaucoup d'espoir et finalement des cités qui se sont révélées malheureusement être plutôt des dortoirs qui ont mal vieilli et qui ont été des endroits problématiques ensuite pour la banlieue parisienne. Oui, c'est vrai, tout à fait. De mon temps, on était encore dans la construction, où il y avait quand même des écoles, il y avait... c'est pas qu'on était à l'aise, mais il y avait cet espoir que c'était des villes qui servaient des familles. Par exemple, on avait des bacs à sable, on avait des parcs entre voisins. Donc, quand je suis arrivée à l'âge de 9 ans, j'avais un voisin au bâtiment d'à côté qui avait une télévision et il nous invitait tous à regarder la télévision et
on regardait des films, des vieux films de Louis Jouvet, Arletty. Ah oui, oui, oui. Et alors, on était heureux, mais heureux. Et c'est comme ça aussi que j'ai commencé à connaître le cinéma français à travers un cinéma qui était théâtral, en fait. Le cinéma que tu connaissais un petit peu dans ton enfance au Maroc, c'était un cinéma, j'imagine, plus international. Tu évoquais Bollywood, mais il devait y avoir aussi des films américains, des films de différentes origines. Mais c'est surtout à travers mon grand-père que je voyais dans mon imagination, parce que il faut compter qu'entre 1950 et 1959, nous, on n'avait pas de télévision au Maroc. Donc, il y avait la radio. Mon père était un fanatique de la radio, et c'est vrai qu'il cherchait des fois pour mon grand-père, pas pour moi, parce que j'étais petite fille, il essayait de rechercher des critiques de films pour lui dire tiens. Et puis d'ailleurs, et quand on est arrivé ici au Canada, mes parents m'ont suivi, et mon père, toujours à la télévision, CBC Radio-Canada, tout ça, et il essayait de me trouver des critiques de films. Alors, je l'ai un petit peu, pas introduit, mais entraîné avec moi. Alors, on va parler de ton arrivée au Canada, évidemment, dans un instant, mais avant tout, je voulais revenir sur ta formation dans les années France, Sarcelles. Je crois savoir que tu t'intéressais déjà, évidemment, au cinéma, on en a parlé, mais aussi au théâtre. Tu as commencé à suivre des cours de théâtre même, n'est-ce pas? Oui. En fait, j'ai commencé des cours de théâtre à l'âge de 10-11 ans. J'avais un professeur de français. Bon, à l'époque, le français, c'était la récitation, c'était l'explication de textes, c'était la littérature, etc. Donc, je crois que mon professeur s'appelait Madame Le Gallec, il me semble. Elle m'a dit, je te sens douée pour la récitation, je vais te présenter à mes deux camarades qui étaient des comédiens à la maison de jeunesse de Sarcelles. Alors, ils m'ont pris sous leurs ailes, et puis j'ai commencé à travailler les classiques. J'ai commencé à travailler surtout les fables de La Fontaine, j'ai commencé à travailler des scènes de Molière, et je suis restée avec eux de 11 ans jusqu'à peu près, je dirais, au moins 16 ou même 17 ans, parce que eux aussi faisaient des spectacles, et puis j'étais bénévole au théâtre avec eux, je plaçais les gens, etc. Mais en même temps, ils m'ont fait découvrir un théâtre assez extraordinaire. Ils m'ont fait même répéter la grande tirade de Phèdre, parce qu'ils me disaient, Phèdre, c'est pas une vieille femme, Phèdre, elle a quoi, 20 ans, 25 ans, et je me souviendrai toujours comment j'ai travaillé. Oui, j'aime, ne pense pas qu'au moment que je t'aime, innocente à mes yeux, je m'approuve moi-même. Enfin, tu vois, c'est ce genre c'était ancré en moi, et tu vois, après même, je sais pas combien d'années, je m'en souviens. Encore. On dira jamais assez à quel point, je crois, j'ai un peu les mêmes expériences. Un bon professeur devient un mentor en quelque sorte et peut t'aiguiller sur quelque chose qui va devenir ensuite ta vie, ta passion, ou en tout cas qui va prendre une place exceptionnelle à une époque où, en tant que jeune, on se cherche et on n'a aucune idée de là où on doit aller. Parfois, une simple rencontre peut changer le cours d'une vie. Absolument, parce que ensuite je suis devenue comédienne semi-professionnelle. Quels étaient tes rêves à cette époque-là? Tu rêvais d'être comédienne, justement? Absolument. C'était aussi, ne l'oublions pas, 1968. 1968, le rêve que
par exemple, tout patronage, tout piston, comme on disait, allait s'évaporer et que les talents allaient être mis en scène de toute façon. Alors, on jouait déjà, je faisais partie d'une troupe théâtrale qui s'appelait Hipponomeute 14, Wow. 14e arrondissement de Paris. Et on a fait des tournées, on a joué du Cocteau, on a joué, enfin, toutes sortes de pièces et on croyait qu'on allait pouvoir jouer dans des théâtres parisiens. Et puis, bon, il s'est avéré que c'était une illusion plutôt qu'un rêve. En tout cas, un sentiment de liberté, j'imagine, qui planait et qui était certainement Oui. galvanisant là, quand on est jeune dans le Paris de ces années-là et Oui. qui a dû porter beaucoup de tes ambitions, de tes rêves pour cette époque-là. Si on avance un petit peu dans le temps, justement, Marcel, raconte-nous dans quelles circonstances tu es arrivé ici en Ontario, à Toronto. Je crois que c'est au début des années 70. Et c'est exactement ça, c'est en 73 en fait que je suis venue ici avec en échange culturel. Mon ambition, c'était quand même de faire un doctorat. J'avais déjà une maîtrise en théâtre anglais et puis je voulais faire un doctorat en théâtre anglais toujours, mais donc je voulais améliorer mon anglais. J'avais fait des demandes en Angleterre, aux États-Unis et au Canada pour ces échanges culturels. L'Angleterre, j'avais déjà travaillé et résidé pendant 2 ans, donc ils étaient moins enthousiastes parce qu'évidemment, on est très proche du continent et Oui. donc ils veulent toujours de la fraîcheur. Et bon, donc c'est le Canada qui m'a choisi et je suis arrivée à l'université York. Et, euh, et je dois saluer Alain, j'arrive plus à retrouver son nom, qui vient de décéder d'ailleurs. Et donc, je suis arrivée à l'université pour aider les professeurs. Donc, conversation. Je me souviens aussi que je devais faire répéter des étudiants pour une pièce de théâtre. Est-ce que c'était excuse-moi de t'interrompre, mais pour bien comprendre, est-ce que là on parle de théâtre classique, peut-être shakespearien ou de pièces Non, modernes? C'était quel genre de comme théâtre? c'était le département de littérature française, on parlait de En attendant Godot, par exemple. Ok, ok. Donc, c'était encore, enfin, relativement classique, mais je faisais un peu de tout, en fait. Et donc, c'est une année où j'ai aussi découvert ma famille parce que j'avais de la famille qui était venue directement du Maroc au Canada Ah, dans la même période où nous sommes allés en France. Bon, parce que mon père connaissait bien la France, il était français, etc. Et donc, j'ai connu, j'ai appris à connaître des tantes et des oncles qui m'avaient chérie quand j'étais petite et qui c'est m'avaient intéressant. retrouvée. Alors, c'était extrêmement agréable. Et puis, ma foi, j'ai trouvé quand même la vie difficile parce que j'étais toujours attachée dans mes rêves à retourner en France. Voilà. Paris t'appelait j'imagine que tu avais toujours cette communauté, peut-être cette troupe de théâtre encore. Euh, On s'était, oui, plus ou moins, plus ou ouais. moins. Mais au bout d'un moment, justement, on s'est un peu essoufflé parce que nos rêves de 68 ne s'étaient pas vraiment produits. Alors, on s'est un peu essoufflé, puis on s'est séparés. Et puis, donc, me voilà plus exactement, à l'université York. Une de mes passions aussi, bien sûr, ce sont les études. Une de mes ambitions, c'était de devenir, d'avoir un rôle universitaire, peut-être professoral. Et puis, je me suis retrouvée à York et puis je me suis dit à un moment donné, j'ai l'impression que je pourrais faire de belles choses aussi en français. Et je voulais faire un doctorat
de littérature comparée, puisque j'avais déjà la littérature anglaise et bien sûr la littérature française, parce que j'étais très bonne là, au lycée Lamartine, on voulait me mettre en Hippocagne et tout, enfin bref, et je n'ai pas réussi. Je n'ai pas réussi à l'université de Toronto. On m'a dit quoi? On n'est pas sûr que vous sachiez parler le français. J'ai dit bon, d'accord. C'était devenu, oui, c'était devenu très basique en fait. J'ai refait une maîtrise en littérature française. J'étais contente quand même. J'étais contente, mais à l'époque, enfin contente, mais en rétrospective plutôt qu'à l'époque, parce que je pensais que je piétinais en fait. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y avait pas vraiment d'équivalence, les diplômes n'étaient pas reconnus, il y avait pas non, ils n'étaient pas reconnus. Ça reste un problème aujourd'hui encore, hein, je crois, en partie. Oui, j'ai eu vraiment des problèmes à ce niveau-là. Alors, j'ai commencé effectivement à faire mes 2 années de travaux de doctorat, et puis je voulais me consacrer au roman fantastique, parce que la littérature romantique me plaisait énormément, et donc je voulais un petit peu dévier, mais en même temps avec ce passé romantique. Et puis, il y a eu une résistance de la part de l'Université de Toronto qui voulait que je fasse un doctorat en littérature québécoise. Mais moi, la littérature québécoise, je ne connaissais absolument pas à l'époque, mais absolument pas. Donc, je me sentais pas du tout prête. Et puis, je me suis retrouvée enceinte. Mariée, enceinte, et puis d'ailleurs je faisais un de mes travaux pré-doctoral, je faisais des travaux sur la censure dans les dictionnaires français entre le XVIe siècle et le XIXe siècle. Alors les gros mots, évidemment. Oui. Les gros mots, les maladies sexuelles et tout. C'était passionnant d'ailleurs. Et ça m'a permis en fait, un peu plus tard, quand je suis entrée dans la commission de contrôle cinématographique de l'Ontario, de faire des distinctions. Quand on faisait la classification, il y avait des remarques à faire. Donc, c'est-à-dire qu'est-ce que c'était les jurons, les gros mots, comment dirais-je, les allusions justement aux maladies sexuelles, etc. Ouais. Alors, ça m'a beaucoup servi, en fait, aussi à m'initier et à initier mes camarades de ce conseil d'administration de la commission à mieux classifier les films. J'en doutais pas, mais je découvre quelqu'un de foncièrement, fondamentalement littéraire, littérature, théâtre, cinéma, bien évidemment, Marceline. Est-ce que tu as écrit toi-même? Tu t'es lancé dans l'écriture? Ah oui. C'est-à-dire que j'avais écrit une petite histoire à un moment donné que j'avais donnée, que j'avais à une maison de publication dans la fin des années 70. C'était pas assez étoffé pour eux, mais ils avaient quand même bien aimé. Et puis oui, j'ai tenté plusieurs fois d'écrire, et puis ma foi, comme je me suis lancée sur Ciné Franco, c'est moi qui réécrivais les synopsis des films. Oui. C'est moi qui écrivais aussi des mini-critiques. Et c'est un petit peu comme ça que je me suis satisfaite dans l'écriture. Alors, avant de passer à Ciné Franco, à quoi ça ressemblait la communauté francophone d'alors quand tu es arrivé à Toronto en 1973? J'imagine qu'elle était beaucoup plus restreinte qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on se connaissait mal. On n'avait pas, par exemple, des organisations comme Choc FM qui étaient rassembleuses. On ne se connaissait pas. Il y avait l'Alliance française, probablement. Mais oui. Je veux dire, nous étions dispersés, nous ne connaissions pas.
c'était oui, c'était un peu difficile de naviguer. Il y avait des points de rencontre, en particulier les écoles, par exemple. Bon, moi, j'ai commencé à enseigner dans les années, donc après l'université, après York, après Toronto, en 75-76, j'ai enseigné dans l'école pilote de l'immersion qui était Allenby à l'époque. Donc, c'était des moyens de connaître des professeurs, des enseignants, mais ça restait vraiment des choses très éparses. Donc, une des ambitions justement de Ciné Franco à l'époque, mais moi je parle maintenant des années 97 parce que entre 73 où je suis arrivée et 97, moi j'avais créé des ciné-clubs un peu partout à l'université York. J'avais créé un ciné-club qui n'avait eu aucun écho. Justement, j'habitais à Thornhill et il y avait un centre communautaire là. Alors des ciné-clubs francophones ou des ciné-clubs généralistes? Ok. Où en était le français, justement? Tu parles de la première école ou une des premières écoles d'immersion. Il y avait un balbutiement d'intérêt là, de la part des parents, de la part des anglophones pour le français, ou c'était encore une défiance? Alors, d'abord, en fait, je dois me corriger. Quand j'ai fait le premier ciné-club de Allenby, c'était en fait un film américain que j'ai montré. Et déjà, j'ai eu les parents sur mon dos, quoi. Enfin, c'était la comédie musicale, je me souviens plus là. C'était, enfin bref, c'était vraiment pas du tout apprécié par les parents. Pardon. C'était Alain Vercollier, bien sûr, qui vient de décéder. Le professeur de York. Oui, un hommage très sincère et tout particulier, parce que c'est le premier homme, le premier professeur que j'ai rencontré. Et qui lui aussi a été d'une grande générosité vis-à-vis de moi. Voilà. Alors dis-moi Marceline, avant Ciné Franco, tu dis que tu as lancé tout un tas d'initiatives autour du cinéma. Culturellement, on a toujours l'idée que dans ces années-là, Toronto, c'était un peu plat. C'était la petite sœur en quelque sorte de Montréal, et c'était plutôt le versant économique, financier, un petit peu ennuyeux, même du côté des restaurants, de la vie culturelle et sociale, c'était moins bien. Qu'est-ce qui existait? Tu as mentionné l'Alliance française, mais au-delà, est-ce que le cinéma était bien représenté dans la ville? J'ai l'impression qu'on avait plus de salles de cinéma parce que je me souviens que j'allais au cinéma sur la rue Yonge. Il y avait un autre petit cinéma derrière ce grand cinéma. J'habitais vers le nord de la ville. Il y avait aussi des cinémas qui n'étaient pas nécessairement des cinéplex du tout. Je me souviens sur Université, bon, il y avait aussi un cinéma. Et puis, le seul cinéma, enfin, je dirais que pour moi, à l'époque, je lisais beaucoup de magazines de cinéma français en particulier, que j'achetais à Yorkville, mais je n'arrivais pas je ne pouvais pas voir ces films. Le seul festival à l'époque qui nous montrait des films français, c'était le Festival des festivals, c'est-à-dire maintenant le TIFF, en fait. Donc, c'était une fois, alors il faut vous imaginer, vous retrouvez une fois l'année en train de vous bourrer, mais alors quelques films francophones. J'en peux plus, je vais éclater, mais enfin, je suis devant des films français. Et je dis bien français au départ parce que c'est ça qui m'intéressait. J'étais pas du tout consciente
consciente qu'il y avait des films francophones, justement, Ok. parce que j'étais absorbée par le film français. Et Voilà. le cinéma français est le père de tous les cinémas, historiquement Exactement. parlant, et a toujours eu un rôle de leader très, très important. Le festival du film de Cannes reste à l'heure actuelle toujours le plus important, je crois, en tout cas un des plus importants au monde. Mais alors donc, en t'installant ici, comment s'est échafaudée cette idée un peu folle finalement de lancer ce festival du cinéma français et francophone? Alors, bien sûr, entre bon, les années 70 et début 80, c'était difficile pour moi, dans la mesure où je devais me réadapter ou m'adapter à un nouveau pays, mettre de l'ordre dans ma vie professionnelle, que je recherchais toujours parce que j'étais donc à l'université. Une fois, bon, dans ma vie sentimentale, je me suis mariée très vite. Je me suis mariée en 3 mois, en fait. Et non, c'est pas parce que j'avais besoin de papier. Hein. Non, 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 non. Euh, C'est je la fougue de disais, la jeunesse. oui, je disais à mon mari, c'est parce que je voulais pratiquer mon anglais. Non, non, même pas ça. Non, non, j'étais correcte d'un point de vue papier. C'est vrai que, enfin, il faut que je vous raconte cette histoire parce que ça fait rire tout le monde. Mais quand j'ai rencontré mon époux, il m'a dit qu'il était avocat. Donc, moi, il faut compter 23, j'avais 24 ans à peu près. Donc, fraîchement venu de Paris, un avocat, ça représentait quelqu'un de très cultivé. Et moi, j'étais intéressée, bien sûr, par la littérature romantique, mais d'un point de vue linguistique, le grec, le latin, j'aimais beaucoup la mythologie, enfin bref. Et moi, tout de suite, j'ai habillé cet homme de cette idée que c'était quelqu'un de hautement cultivé. Alors, évidemment, au début, on ne peut pas s'apercevoir parce qu'il y a toute cette attraction physique et sexuelle. On ne parle pas nécessairement de littérature. Enfin, bref. Nous voilà mariés. Bon, alors les samedis soirs, on va aller au théâtre, on va aller au cinéma, on va. Eh bien non, non, non. Il me dit, moi je joue au golf demain, faut que je dorme Ah tôt. oui, partagez Et pas puis, les oui, mêmes et je lui passions. disais, oh non, ce soir il y a Électre au théâtre. Il me fait, mais qui c'est Électre? Alors j'ai dit quoi? J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? Bref, je me suis aperçue que le gars était sportif, le hockey, le golf, bien sûr, et à peu près tout, quoi. Et donc, j'ai dit, mais je croyais qu'on allait lire des poèmes la nuit. Il me fait, moi, ça m'intéresse absolument pas. Donc, j'ai épousé un illettré. Voilà. Donc, alors, ça a été une année très mouvementée où j'ai découvert que c'était dans ma tête que je l'avais habillé de tout ça. Et Alors là, donc, c'est une leçon de vie pour nos jeunes également, ne pas s'engager trop vite avec oui, une oui, passion c'est super, qui peut se révéler, qu'on ne connaît pas exactement, assez, qui peut se révéler pas être la exactement. personne faite Et pour oui, soi. et les soirs où il m'emmenait dans un hôtel qui n'existe plus maintenant à Toronto, et qu'il y avait un toit couvert, il me prenait la main, effectivement, et il regardait les cieux. Mais moi, je ne savais pas qu'il regardait un match de hockey à la télévision qui était là, comme ça. Et je me disais, mais quel romantisme! Alors voilà, voilà. Alors attention, mesdemoiselles et mesdames, de ce genre de choses. Voilà. Et d'autant plus qu'il y avait peut-être aussi, en quelque sorte, une barrière culturelle Tout à fait. des racines littéraires ou des centres d'intérêt. Oui, Peut-être qu'effectivement, l'importance de certains sports, du hockey, etc., très partagée exactement. par les Canadiens,
C'était pas quelque chose que tu connaissais nécessairement. Pas du tout, exactement, pas du tout. Et donc, le voilà maintenant, il est totalement dans cette atmosphère de sport. Il est dans le basketball avec Pascal Siakam. Il est à la tête de sa fondation, par exemple. Pascal Siakam, qui est camerounais, Oui, francophone, francophone. Une Donc, des grandes voilà. fiertés de la communauté, oui, en effet. Donc, oui, c'est ça. Donc, pour revenir un petit peu à ce qui se passait dans les années 70, entre 73 et 80, donc il y avait dans mon esprit, je me cherchais encore quand même. Mais tu disais, tu t'es trouvé aussi en tant que mère, c'est ce rôle Voilà, si voilà. important pour une femme aussi. Tu as eu des enfants, tu as donc construit un foyer. Oui, J'imagine que ça a oui. pris beaucoup de ton Ça a énergie. pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. C'était donc toujours dans mon idée. Alors, parce que moi, étant, disons, anglo, euh, j'aimais beaucoup la langue anglaise. Je suis arrivée à retrouver mes racines classiques, mon amour pour le français. Et donc, c'est là où j'ai commencé à tracer mon sillon toujours en tant qu'enseignante. Donc, j'avais l'impression que j'apportais quelque chose et que alors, bien sûr, j'avais créé une méthode d'immersion, justement, où j'enseignais à un moment donné, je faisais des unités où j'intégrais la lecture, les maths, un petit peu aussi la, le, comment dirais-je, la notion corporelle. Et j'ai été repérée par une conseillère pédagogique qui m'a fait faire d'ailleurs un tour de certaines grandes villes pour donner des ateliers. Par exemple, j'avais une unité sur Blanche-Neige et les 7 nains. Alors, en lecture, on faisait Blanche-Neige, on écrivait, on faisait de la lecture, de l'apprentissage de la Oui. lecture. En mathématiques, on comptait jusqu'à 7. Dans l'après-midi, on faisait de la danse corporelle où on imitait physiquement ce qui était joyeux, ce qui était timide, etc. Oui, on sent Voilà, l'importance du théâtre là-dedans, dans voilà, tout c'est ça. ça. Oui, oui, Ça, oui. c'était des méthodes complètement nouvelles, j'imagine, à l'époque. À C'était l'époque, oui. mélanger comme ça les disciplines, c'était quelque chose que tu faisais pas. Tout à fait. Et on chantait aussi, on chantait des chansons, des petites chansons. On faisait aussi de l'activité corporelle en imitant des lettres. Alors, par exemple, le I, on faisait le L avec ses corps et tout. Alors, donc voilà. Et ça avait beaucoup plu à cette conseillère pédagogique et je me suis un petit peu baladée aussi dans les grandes villes où l'immersion se faisait. Voilà. Alors, arrivons à Ciné Franco maintenant, si tu veux bien, Marcel. Raconte-nous tes premiers pas dans l'univers du cinéma à Toronto. Aujourd'hui, Toronto, on le sait, c'est une des très grandes capitales du cinéma et le TIFF a pris une importance considérable ces dernières années, bien évidemment. Ça a mis la ville de Toronto sur le radar de tous les cinéphiles du monde. Mais peut-être qu'il y a quelques années, ce n'était pas totalement le cas. Non. L'idée de Ciné Franco a commencé à germer vers la fin des années 90, je crois. J'ai fait un apprentissage d'abord à la commission de contrôle cinématographique de l'Ontario, où j'ai vu beaucoup de films, on a beaucoup discuté de la classification, etc. Ensuite, je suis passée à Téléfilm Canada, et là aussi, ça m'a beaucoup ouvert les yeux parce qu'on parlait
parlait beaucoup du cinéma, je dirais du cinéma québécois, presque uniquement, et pas du tout des autres formes de cinéma francophone. Ouais. Mais à chaque fois qu'on parlait de cinéma québécois, j'avais cette impression qu'il nous manquait quelque chose à Toronto. Il nous manquait quelque chose. Est-ce qu'il y avait Alors, à ton avis, il y avait beaucoup d'immigrants d'origine québécoise? C'était la majorité des francophones de l'époque, ou est-ce que c'était plutôt une volonté de promouvoir le cinéma francophone du Canada et qui se trouvait être essentiellement québécois à l'époque? à l'époque, à l'époque, je n'étais pas très, très consciente de la diversité francophone qui existait déjà à Toronto, parce que mes premiers, je crois que c'était en 98 ou 80, le tout premier ciné franco s'est passé au Cumberland, Oui. le Cumberland Cinema, qui n'existe plus. Il y a un Espresso à la place maintenant. Donc, Malheureusement, ouais, oui, oui, ça fait partie de tous ces cinémas indépendants dont tu parlais tout à l'heure qui ont disparu. voilà, Parfois, si on se exactement. promène dans la ville, on voit des architectures qui nous rappellent un cinéma des années 30 ou des années Exactement. 50 qui semble avoir perdu son heure de gloire et qui s'est transformé en Tim Hortons ou autre. Voilà, voilà. Alors, donc, en 98, oui, mais surtout en 99, les spectateurs qui sont venus m'ont dit, mais pourquoi il y a trop de films français et pas assez d'autres films francophones, me disait-il, parce que alors, c'est là où j'ai été alertée un petit peu du tunnel de ma pensée, en fait, et que j'ai commencé à élargir la notion de la francophonie dans le cinéma, dans ma tête, en tout cas. C'est ça. Je me suis plus intéressée aux Québécois et puis à l'Afrique du Nord, parce que je dois dire que j'ai rencontré un Marocain qui maintenant est juge de paix, Mohamed Brimi, qui m'a initié, lui, au cinéma marocain, et je l'en remercie d'ailleurs. Et donc, c'est petit à petit, à travers certaines personnes, que j'ai été initiée vers des cinémas donc de nationalités différentes, mais francophones toujours. Alors là, le cinéma marocain, évidemment, un peu un retour aux sources pour toi, mais dans ces années-là, tu as rencontré des acteurs du cinéma francophone, international, des réalisateurs. Quels sont Est-ce que tu as une ou deux peut-être anecdotes à nous donner pour nous mettre un peu dans l'idée de ces premières années de ciné franco? Disons que en 97 déjà, donc d'un point de vue administratif, on a fait les papiers et tout en 97. Donc c'était le tout premier festival s'est déroulé au Cumberland en 98. Alors, donc, je suis entrée à Téléfilm Canada, je crois, en 2000 ou en 99. Non, en fait, je suis devenue membre du conseil d'administration de ce qui s'appelait Ontario Media Development Corporation, Ontario Film Corporation, au MDC après. Donc, donc, je suis devenue en 2000, j'étais devenue la présidente du conseil d'administration de cette agence provinciale. Auparavant, donc, j'étais membre de Téléfilm Canada représentant l'Ontario, et grâce à Téléfilm Canada, je suis allée effectivement à Cannes, et quelques jours à Cannes, quelques jours financés par Téléfilm, financés par moi-même, et vraiment je suis entrée dans la jungle de Cannes, parce que j'avoue que j'ai trouvé ça à la fois impressionnant, mais
très difficile à vivre. Il y a pour quelqu'un qui s'initiait seulement au cinéma, vraiment. Oui. Alors, évidemment, je parlais à l'un, à l'autre. J'ai vu des acteurs et des actrices comme Sharon Stone, d'une beauté effrayante, qui n'avait rien à voir avec toutes les photos qu'on voyait. Alors, j'étais un petit peu j'étais très impressionnée, les yeux écarquillés toujours. À un moment donné, à l'aéroport de Paris, j'attends les bagages avec, je crois, Claudia Cardinal, j'étais et je disais à mon ami, à mon mari qui était avec moi, regarde, et il me disait toujours, so what? Je lui disais, so what? Non, Te faire remettre les pieds sur terre. c'est ça. Mais tu les as toujours eu, les pieds sur terre, parce que au-delà de tout cet aspect glamour qui aurait pu effectivement faire tourner un peu la tête, tu as réussi avec beaucoup d'opiniâtreté à année après année, développer ce projet Ciné Franco. Est-ce que ça a été un succès d'emblée ou comment se sont passées les premières années? Il y a eu vraiment des hauts et des bas, comme on dit, hein. C'est-à-dire que les premières années, c'était assez extraordinaire parce que nous avons tout de suite eu un énorme succès. Un énorme succès. Rageant. Ouais, Oui, ouais. oui. C'est ça. Et puis, au début des années 2000, même j'ai eu par exemple le prix de l'Alliance française, je crois, Oui, en oui. 2000 ou en 2002, je ne sais plus. Ensuite, le consulat de France m'a honoré du titre de chevalier des arts et des lettres. Enfin, donc ça marchait très bien. Vous répondiez à un manque, un Oui, oui. vide culturel là à Toronto. Il y avait vraiment un besoin Voilà, probablement. voilà. Et au tout début aussi, on fusionnait le programme jeunesse avec le programme grand public. Donc, on marchait toute la journée, pour ainsi dire, et le soir. Donc, ça marchait bien. Et puis, il y a eu des bas avec, par exemple, la politique, la guerre en Irak, a vraiment apporté une hostilité de certains cinéphiles qui étaient allophones Ah oui. contre les films français. On ne veut plus en voir, ceci, cela. Et Un vrai puis, boycott, on se rappelle, oui, un oui, boycott des French fries qui ne sont pas exactement. Et vraiment ben, françaises. les French films, ça a été la même chose. Ah oui, oui. On a eu des incidents, comme par exemple, à un moment donné, le consulat de France a organisé, je ne sais pas si c'était quelques jours de cinéma français qu'ils ont appelé Ciné France. D'un seul coup, les gens étaient étaient jetés dans la confusion. Qu'est-ce que c'est Ciné France? Ciné France, Ciné Franco, ça se ressemble tellement. Enfin, on a eu bien sûr des problèmes de financement, on a eu des changements de salles, on a eu du Cumberland, on est parti au Canada Square à un moment donné, puis on est parti au Royal, et du Royal on est parti au Bloor Cinema. Après, quand le TIFF a été construit, il y a eu des subventions spéciales si on voulait bien faire notre festival au TIFF. Donc, je crois que pendant 1 ou 2 ans, on est allé dans la grande salle du TIFF. C'était super. Et puis après, c'est devenu beaucoup trop cher. On a retiré toutes ces subventions et voilà, c'est redevenu élitiste. Parce que, je dis redevenu parce que dans les années dont on a parlé, 70, 80, même 90, il y avait cette fameuse Cinémathèque de l'Ontario. Et la Cinémathèque de l'Ontario a cultivé ce goût pour la nouvelle vague. Et en fait, il n'y en avait que pour la nouvelle vague. Et ils ont un petit peu créé une impression que le cinéma français était élitiste. Ah oui. Et donc, une des premières choses que je voulais supprimer, c'était cet élitisme. Je voulais qu'on aille au cinéma, qu'on aille voir un cinéma français
ou francophone maintenant dans une salle normale où on va voir un cinéma américain, où on va voir même, voilà. Mais c'est pour ça que j'ai toujours évité d'avoir le festival ciné-franco dans une université. Voilà, je ne voulais pas d'un lieu qui est une étiquette, et surtout une étiquette élitiste. Je voulais une étiquette populaire. Et Si c'est justement voilà. ça, c'est une direction que tu as voulu dès l'origine, je pense, parce que Oui, oui, tu as cherché justement à programmer des films de tous les genres, je le disais en introduction, aussi bien des fictions, des comédies populaires, familiales, des oui, films pour enfants, avec un programme enfance dont on va parler certainement dans oui, quelques oui, instants. oui. Et juste un mot pour la place du cinéma franco-ontarien. Je sais que tu as voulu ces dernières années lui mettre, le mettre à l'honneur davantage. Oui. Ce cinéma, il est évidemment pas très connu, surtout en dehors des frontières de l'Ontario, mais même ici, il avait besoin d'être soutenu et mis en avant. Qu'est-ce qui est le plus dur finalement dans ton travail? Est-ce que c'est l'aspect logistique, l'aspect financier, trouver les bailleurs de fonds, trouver les salles, organiser, trouver les, les, les droits, ou alors est-ce que c'est aussi peut-être justement trouver les films, trouver des films de qualité, des films qui vont plaire au public, arriver à toucher le public? C'est tout. C'est tout. C'est tout à la fois. C'est tout à la fois. Euh, Si je peux me permettre de revenir sur l'édition, la 25e édition, euh, c'est pas que je me sois fourvoyée, mais j'ai pris des risques. Les risques de faire les trois quarts enfin, de faire un festival comme on le faisait dans une salle de cinéma. Là, nous avons trois endroits. Je me suis un peu éclatée parce que Hot Dogs, qui avait l'habitude de nous abriter, n'a pas pu nous abriter pour tout le festival. Ouais. Donc, ça nous a fait disperser. Mais ce n'est pas, je ne me compare absolument pas aux autres grands festivals, mais traditionnellement, si on va au Toronto Jewish Film Festival, ou si on va à Hot Dogs, ou on va au TIFF, on sait que les gens vont d'une salle à l'autre. Donc, Absolument, oui, oui, c'est un voilà, oui, fonctionnement simplement, que les gens maîtrisent aujourd'hui, je pense. Et voilà, il y a aussi le contexte, peut-être qu'il faut le rappeler évidemment, de 2 ans de pandémie où les gens voilà. sont moins habitués à Alors, aller dans les salles obscures. Et je crois que exactement. même le TIFF en a souffert, tous les grands Aïe, aïe, festivals en aïe. souffrent Oui, oui. depuis Alors, maintenant. j'en souffre énormément en ce moment. Nous avons eu, par exemple, le samedi 5 novembre, une assez bonne fréquentation de films, mais le dimanche, par exemple, on a eu deux films québécois, mais superbes, et qui ont été très peu fréquentés. Et d'abord, on s'est lamenté, on s'est dit, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, tout ça. Mais on a regardé autour de nous, eh bien, le cinéplex Scotiabank était désert. Alors, Désert. vous avez quand même pris le parti, j'allais dire à juste titre, de poursuivre la programmation virtuelle également, parce qu'il y a beaucoup de gens qui effectivement ne sont pas confortables à revenir dans les salles obscures pour l'instant. Évidemment, malgré tout, je pense que tu partages avec moi l'idée qu'on apprécie jamais mieux un film que lorsqu'on est dans une grande salle avec un grand Voilà. écran, le son, et aussi parce que c'est un événement social avec d'autres personnes. C'est un moment un peu magique, celui du cinéma, et c'est une magie qui est éternellement renouvelée, quel que soit le film que l'on voit. Tout On à fait. va, on va appeler évidemment donc nos auditeurs et tous les cinéphiles à retourner dans les salles obscures Oui, oui, pour les prochaines éditions de Ciné Franco. Mais oui, oui. Marcel, on a fait une grande partie de ton chemin professionnel et de ton chemin en tant que francophone de Toronto ici. Qu'est-ce que tu voudrais ajouter? Quel serait le message justement que tu voudrais faire passer en tant que
ambassadrice du cinéma. Beaucoup de gens t'appellent Madame Cinéma ici, et puis ambassadrice de la francophonie tout court. Il faut rappeler effectivement, tu le disais tout à l'heure très modestement, mais tu as reçu de nombreuses distinctions au cours de ta carrière. En 2002, le prix de l'Alliance française de Toronto, le prix Jean-Baptiste Rousseau de la Société d'Histoire en 2009. En 2017, tu es fait chevalier de l'Ordre de la Pléiade. C'est quand même un parcours absolument magnifique et on ne peut que le saluer. Qu'est-ce qu'on doit te souhaiter pour la suite? Du succès financier d'abord, pas forcément de revenus de la billetterie, parce que, et j'encourage les gens à venir voir, à venir à Ciné Franco, parce que je donne beaucoup de billets gratuits. Si la salle est vide, il faut qu'on en profite, hein. Donc venez, il n'y a aucun problème. C'est surtout un succès dans l'obtention des subventions. C'est extrêmement, c'est clé pour que l'on continue. J'aimerais aussi, on parlait justement du cinéma franco-ontarien. J'aimerais poursuivre de façon beaucoup plus solide et continue, parce que c'est un cinéma qui se développe et qui devient mûr. Dans le passé, j'ai fait des ouvertures avec des films franco-ontariens et hélas, pour le moment, je n'ai qu'une seule séance de films franco-ontariens qui sont des courts-métrages, mais des courts-métrages formidables, et je voudrais vraiment qu'il y ait que l'on continue cet acheminement vers une industrie du film franco-ontarienne, parce qu'il y a absolument plein de cinéastes doués, talentueux, dont tu fais partie, Guillaume. Ne l'oublie pas. Merci, très modestement. Merci, Martelle. Non, mais il faut, franchement. Voilà, moi j'aimerais presque faire un festival de cinéma franco-ontarien à un autre moment de l'année. Et ça me ferait un plaisir énorme, comme je fais Perspective Québec. Enfin, j'espère le refaire. Voilà. Et un dernier point auquel on n'a peut-être pas porté assez d'attention, mais tu es très dynamique auprès des jeunes publics et tu as un volet effectivement de Ciné Franco consacré maintenant depuis plusieurs années à ces publics-là. Est-ce qu'en 2 mots, tu veux nous rappeler comment ça fonctionne? Oui, tout à fait. Alors, donc, sélection de films. En général, c'est une dizaine de films. Ces films sont accompagnés de 2 dossiers. Un dossier pédagogique pour des suggestions d'activités et d'idées aux enseignants. Et puis, un dossier descriptif qui est plus un dossier de classification où on a des critères de langage, de violence, d'activité sexuelle, de nudité, d'impact psychologique, pour permettre justement aux parents et aux enseignants de voir si leurs enfants peuvent voir ces films-là, s'ils ont la maturité, etc. Donc, nous essayons de créer, enfin, une des premières idées, c'était d'encourager justement les jeunes à venir au cinéma, à apprendre le français en dehors de l'école. C'est très important de voir des bénévoles qui parlent le français et donc de sentir que ce n'est pas pour rien qu'ils apprennent le français, et le fait de mélanger les écoles comme ça aussi, parce que ces pauvres enfants, certains disent on apprend le français, j'en ai marre, mais oui, mais il y en a qui apprennent, d'autres apprennent le français, et des fois ils rencontrent des francophones qui leur adresse la parole en français. Donc voilà, c'est pour l'amour du cinéma francophone encore, et de la langue française et de la jeunesse. L'amour du cinéma, l'amour de la langue, l'amour de la jeunesse, c'est une des 1000 facettes, certaines des 1000 facettes de ton travail. Marcel, un grand merci d'avoir été mon invité aujourd'hui dans notre nouvelle émission Nos francophones ont du talent, dont tu es une des fidèles
représentative en tout cas de ce talent, de ces talents pluridisciplinaires. Je rappelle que l'émission, pour celle-ci, est un partenariat avec le Labo, dont tu fais partie également et qui promeut un grand nombre des artistes qui font tout le dynamisme de la scène franco-torontoise. Merci Marcel d'avoir été mon invité. Merci, c'était un vrai honneur. Merci infiniment, Guillaume.